Pour moi, l'aventure, c'est la liberté de vivre sa vie selon son libre arbitre. Pour moi, c'est la découverte de l'autre, de la nature, des idées, et la résultante de ça, c'est l'émerveillement. Gilles Proulx est l'un des anciens dirigeants de la Fnac. Oksana est-elle actrice de films pornographiques, de destins totalement différents et pourtant des passions communes qui les ont amenés à écrire ensemble 2 romans de science-fiction dont ils viennent nous parler tout de suite. Régis Mazabro, lui, va nous permettre de découvrir la vie et l'aventure d'une productrice de plantes médicinales. C'est maintenant dans Ma vie est une aventure. Oksana, Gilles, bonjour. 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 Bienvenue dans Ma vie est une aventure. Merci de nous avoir Merci. invités. On va parler science-fiction, on va parler thriller écologique, on va parler de votre vie aussi. Avant ça, on regarde votre portrait à tous les deux tout de suite. Oksana et Gilles Proulx ont 2 parcours de vie diamétralement opposés et pourtant leurs personnalités se rejoignent. Après un bac scientifique et un DUG de sciences et technologies option mathématiques, Oksana se lance dans une carrière d'actrice de films pornographiques par goût pour le libertinage. Gilles Proulx a lui débuté en tant que professeur de français et d'histoire, puis rapidement il s'est tourné vers une carrière commerciale à la Fnac. Durant plusieurs années, il a été responsable de l'importation des produits culturels. En 2001, il quitte la direction de la Fnac pour se consacrer à ses passions, voyages, photos. En parallèle, il rédige des articles pour la revue Grand Reportage. Leurs centres d'intérêt se rejoignent, la cosmologie, l'écologie, la littérature de l'imaginaire. Ils se sont rencontrés par hasard chez des amis communs et c'est presque tout naturellement qu'ils ont décidé d'écrire ensemble. 2 romans de science-fiction, Cathédrale de brume, paru en 2009, et puis Catharsis, un thriller écologique publié cette année. On vient de le voir dans le portrait, vous êtes issus de 2 univers totalement différents. Comment vous êtes-vous rencontrés? Nous nous sommes rencontrés par le biais d'un ami, puis on a parlé de nos passions communes, enfin de choses et d'autres. On s'est découvert des passions communes. Et voilà, on a trouvé ça passionnant. On est tous les deux des personnages atypiques. On aime des choses, on aime voir plus loin que le bout de notre nez. On aime bien voir au-delà des apparences. Donc on s'est découvert des passions. Et vous vous êtes dit dès le départ, on a tous les deux envie d'écrire, on va écrire ensemble? Ce n'est pas venu tout de suite, mais assez rapidement, on s'est rendu compte qu'en fonction de nos centres d'intérêt communs et de ce qui nous passionnait, de ce que l'on avait envie de dire, et surtout, comme vient de le dire Oksana, du fait que l'on aime bien regarder un petit peu au-delà des apparences, au-delà de la superficie des choses, le meilleur moyen, c'était peut-être de mettre ça en œuvre en écrivant ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur les synopsis de romans et qu'on a enchaîné comme ça, par échanges successifs. Alors, premier, Cathédrale de brume. Vous n'êtes pas les mains mortes, hein. Vous êtes lancé dans le roman science-fiction, un héros qui est enfermé dans un sarcophage et qui dérive comme ça pendant des milliers d'années. Qui a eu l'idée? Un peu les deux, c'est écrit comme un conte philosophique. Moi j'aime tout ce qui est onirique, le rêve, le fantasme. Donc on a écrit ce roman qui explique un peu le fantasme, la sensualité d'une autre manière que celle que je montre à l'image dans mon autre activité. Dans votre autre vie? Oui, parce que le héros... Enfin, dans mon autre vie, c'est toujours la même vie, mais... Dans votre autre vie, mais oui, mais quand même, c'est des activités qui sont quand même différentes, c'est vrai. Parce que votre héros, du coup, là, sa seule évasion possible, c'est l'imaginaire. Voilà. C'est une sorte d'odyssée intérieure, puisque le héros ne peut ni bouger ni mettre fin à ses jours et qui doit errer dans l'espace pendant plusieurs millions d'années. Et ça lui permet effectivement d'extraire de lui-même peut-être la quintessence, en tout cas des choses que l'immense majorité des êtres humains n'ont pas la possibilité d'exhumer d'eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils ne vivent pas assez longtemps.
Oui. Comment ça se passe? Vous êtes à Valenciennes, Oksana. Gilles, vous êtes tout près d'ici, en Haute-Vienne. J'imagine que vous ne vous retrouviez pas à mi-chemin pour une séance d'écriture. Vous écrivez chacun de votre côté, vous vous appelez Chacun écrit d'abord ses idées, ce qu'il a envie de mettre dans le thème. Ensuite, on se réunit, on réunit les phrases et tout ça jusqu'au temps qu'on ait quelque chose de plausible, quelque chose qui soit proche de notre avis commun. On construit un peu comme ça, dans chaque épisode qu'on écrit, on fait de cette manière. C'est une succession d'enchaînements et d'échanges successifs. Donc on ne se voit physiquement en moyenne qu'une fois par mois. Le reste du temps, on travaille un petit peu par téléphone, beaucoup par email, Internet et puis aussi. en utilisant Internet ou pratique. Skype, ce qui nous permet d'échanger en fait régulièrement nos idées, de les améliorer, de les confronter, d'éliminer ce qui doit être éliminé, jusqu'à ce qu'on obtienne par échange successif quelque chose qui nous convienne. Vous vous cadrez l'un l'autre, vous vous motivez l'un l'autre, vous avez des conflits par rapport au scénario, ce genre de choses? Il y a des fois où, par exemple, moi, je peux être à court d'idées et en parlant avec Gilles, ça m'ouvre un peu l'esprit sur d'autres choses et donc j'ai d'autres idées. Gilles, je pense qu'il fonctionne à peu près de la même façon. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on rebondit un petit peu sur les idées de l'autre. Quelquefois, effectivement, nous ne sommes pas d'accord sur certains points. Il faut donc faire des arbitrages, mais on s'efforce toujours pour les mêmes raisons, d'essayer de se sortir de cet arbitrage par le haut, c'est-à-dire pas en prenant le plus petit dénominateur commun, et de cesser de se ressortir par le haut. Et il faut dire aussi que nos 2 premiers romans ont été préfacés donc par des personnalités très importantes dans le domaine de l'écologie pour le thriller et dans le domaine de l'astrophysique pour le roman de science-fiction. Et les discussions que nous avons eues avec ces personnes nous ont aidés aussi, bien entendu, oui. puisque ce sont des... L'aide des experts, ça aide toujours. On va aller rencontrer un expert, nous. Bien. Un expert de l'aventure. Il s'appelle Régis Mazabro et chaque semaine, il vous fait découvrir l'aventure quotidienne d'un passionné. Aujourd'hui, il rencontre Sophie qui cultive des plantes médicinales de manière biologique. On regarde. La vie urbaine vous stresse, vous avez envie de vous mettre au vert, mais il vous semble impossible de franchir le pas. Pourquoi faire? Pour aller où? Si cela peut vous aider, nous allons rencontrer ici en Corrèze Sophie et Jean-Loup qui ont quitté la banlieue lyonnaise pour Quessac-les-Vignes afin de cultiver une nouvelle façon de vivre. C'est ici, lieu-dit La Quérille. Et Jean-Loup, à vous voir tous les deux là avec Sophie, j'ai l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. Pas exactement. C'est un changement de vie. Il y a 4 ans, on vivait en banlieue lyonnaise. On avait un travail plutôt salarié. Puis un jour, on a découvert ça. C'est un produit qui vient d'Inde, c'est un produit végétal, hein, c'est de la noix de lavage. Donc du coup, ça sert de lessive et c'est utilisé là-bas en Inde depuis des siècles pour laver les soieries, pour laver les laines. Et c'est comme ça qu'on a découvert la fabrication du savon et qu'on s'est lancé dans l'aventure du savon. Et on s'est dit, plutôt que d'acheter les actifs végétaux qu'on intègre dans les savons, ça serait sympa de les produire. Et là, en banlieue lyonnaise, produire ces plantes-là, c'est pas possible. On s'est dit, il faut partir. Et de fil en aiguille, on s'est dit qu'on était fait pour cette vie-là. Et aujourd'hui, l'activité savon perdure, mais l'activité agricole a bien progressé. Ce qui est intéressant dans notre nouvelle vie, c'est qu'on peut démarrer de nouveaux projets tous les jours. C'est quasiment l'aventure tous les jours. Cette année, on veut planter des fruitiers. L'année prochaine, on veut faire des noyers. C'est des framboisiers, voilà. Et donc, il y a ce côté sympa, c'est que c'est un projet en construction en permanence. Alors, on a du basilic cannelle, du basilic citron, du basilic grand vert, une grande variété. C'est clair. Je pensais pas qu'il y avait autant de variétés de basilic. Et là, ce sont, oh là là, ça, ne dis pas, ce sont des mini aubergines. Ah non, C'est non. très tendance les mini légumes, non? Non, là c'est des piments noirs et je pense qu'ils sont costauds. Je les ai pas encore goûtés, Des piments noirs. mais j'imagine que ça doit être costaud. Tu peux essayer? Ah bah oui. Allez. On va tenter ça. Ah, t'es risqué péril. Non, sérieux? Ah, sérieux. Piment noir. Alors? Oh.
Ouais, C'est costaud. c'est noir, c'est très fort, c'est pimenté. Bon, on se retrouve d'ici quelques instants pour suivre cette aventure. Je vais lui donner autre chose pour adoucir un peu sa gorge. Ouais. L'agriculture bio, ça nous emmène directement ou indirectement au deuxième bouquin qui est un thriller écologique, Catharsis. Ça, c'est en ligne directe d'une passion commune, l'environnement, la protection de l'environnement. Donc là, hein, le pitch, c'est que réchauffement climatique, on est en 2033, un ultimatum, il faut tout changer, sinon c'est la fin du monde. En gros, c'est ça, oui. Il y a un ultimatum qui est posé par les écoterroristes. En très peu de jours, les organisations doivent résoudre plusieurs problèmes. L'esclavage économique, l'eau, donc toutes ces choses doivent être résolues sinon ils font exploser la planète. C'est sympa. Ça, c'est vraiment un thème qui vous tient à cœur. À vous, Oksana, à vous, Gilles, la protection de la nature, de l'environnement. Ben oui, parce qu'on aime la nature, donc c'est très important. Oui, et d'autre part, chacun sait que nous n'avons qu'une seule planète et qu'avant qu'on puisse s'installer ailleurs, il se passera quand même pas mal de siècles ou pas mal de millénaires. Et quand on voit ce qui se passe actuellement, la situation peut faire peur. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle on a repris ça à travers une façon un peu brutale, avec des écoterroristes, qui sont en fait le reflet un peu de ce qui s'appelle aux États-Unis la deep ecology, qui sont en gros une théorie un peu extrême qui dit que l'homme est le cancer de la Terre et que le seul moyen pour que la Terre survive, c'est que l'homme disparaisse en gros. Donc nous ne corroborons pas ça, mais c'est repris en tout cas dans le thriller et ça alimente l'intrigue. C'est totalement c'est des thèmes étonnants par rapport à vos parcours. Vous avez été un homme d'affaires pendant de nombreuses années. Vous êtes une star du X. Alors, est-ce que finalement cette rencontre improbable, on va dire, c'est vrai, oui, est un atout pour l'un comme pour l'autre? Est-ce que vous, Gilles, c'est un atout de travailler avec une jeune femme qui est star du X? Est-ce que c'est bon pour la promo ou est-ce qu'au contraire, ça peut vous faire perdre de la crédibilité? Pour être tout à fait franc, nous ne raisonnons pas en termes de promo, parce qu'on peut le prendre effectivement dans les deux sens. Ça peut être un plus ou ça peut être un moins. En l'occurrence, c'était pas ça qui nous importait. C'est qu'effectivement, en confrontant deux personnalités très différentes et deux approches très différentes de la vie avec des centres d'intérêt communs, on arrive à porter véritablement une espèce de valeur ajoutée et, même si le terme peut paraître un petit peu pédant, un supplément d'âme à ce que l'on peut faire ensemble. Et vous, Oksana, est-ce que, on se dit une star du X, j'imagine, elle doit être écervelée. Il fallait que vous écriviez pour affirmer votre personnalité d'une fille intelligente, finalement. Moi, dans la vie, je suis curieuse de nature. J'aime connaître tous les domaines, savoir ce qui se passe derrière les apparences. Donc, c'est une réelle aventure, l'écriture. L'écriture, ça me permet de communiquer des idées, de se poser, de réfléchir calmement à des sujets, de prendre son temps. D'être à l'écoute de l'extérieur. Je trouve ça superbe. C'est quelque chose qui me plaît dans ce sens-là. Je vais vous faire une proposition, moi. 3 personnages, des passionnés, vous avez le droit d'en rencontrer un. D'accord. C'est pas mal, hein? Ouais. Alors j'ai Martine Thomas. Martine Thomas, c'est une cuisinière qui, dans vos assiettes, a choisi de mettre des fleurs. J'ai Léa Shams. Léa Shams, je l'adore, c'est une peintre auviennoise qui met de la couleur partout. Et puis j'ai Ashraf Sadek. Lui, il est égyptologue et il a écrit le premier dictionnaire hiéroglyphe français. Qui avez-vous envie de rencontrer? Ashraf Sadek, pour la bonne raison qu'on est passionné aussi d'égyptologie, donc... On est parti, on va pas très loin, on va à Limoges et on va rencontrer Ashraf Sadek tout de suite. جد ميدو أن أزير حرو نبت حر بر إريو. Je viens d'un petit village en Égypte, dans le fin fond de l'Égypte en fait. Et toute ma vie a basculé vers l'égyptologie. Et j'ai fait ma vie depuis, je suis l'homme le plus heureux. Je suis un ancien inspecteur des antiquités de Luxor. J'avais envie donc de continuer des hautes études. Je pus donc obtenir le visa pour la France. Et là, à partir de début de 1973, j'ai commencé ma thèse de doctorat à la Sorbonne. Entre-temps, j'ai obtenu la nationalité française et puis je suis devenu professeur à Limoges.
La vie des gens m'a passionné beaucoup en Égypte ancienne. Et puis, le plus important aussi, parce que c'est le miroir de la société, l'écriture. Tout est écrit quand on trouve dans les exercices, par exemple, la même personne. Je dis, tiens, c'est un ami, je connais. Alors c'est celui qui s'est marié dans tel document. Et puis il y avait donc des dots et de telles choses. Ah, c'est lui aussi qui s'est disputé avec son voisin. Ah, mais c'est lui qui a cassé la gueule de jeunes voisins parce qu'il est allé faire la cour à sa fille pendant que tout le monde était au travail. Et on voit dans les choses juridiques tout ça. Et c'est exceptionnel quand on suit quelqu'un depuis sa naissance parfois jusqu'à sa mort. Et puis ça tombe. Les Égyptiens, dans leur tombe, étaient passionnés par la vie quotidienne. Et surtout, ils étaient passionnés par leurs jours de fête, leurs soirées de week-end, que j'ai baptisées moi-même des soirées cabaret. Nusubit, Nebmaitra, Sarah, Amenhotep, Heka Waset, Dianch. Et là, nous avons Amenphis III, qui, au contraire de tout le monde, il a épousé une jeune fille très jolie, très intelligente, mais elle n'est pas du tout de la famille royale. Donc, elle était, j'allais dire, gonflée devant tout le monde, de dire que na Hamet Nesut Weret Ti Anchti Renen It S Yoya. On a des anciens dictionnaires de 1923 en allemand. Et puis un autre ancien aussi en anglais de 1960, un petit. Mais jusqu'alors, on n'a pas de dictionnaire, grand dictionnaire d'hiéroglyphes français. Là, vraiment, c'était mon rêve. Je voulais couronner ma carrière par la méthode d'hiéroglyphes, la méthode d'apprentissage et le dictionnaire. Et c'est fait. Je suis content. Je vous assure que je n'ai pas fait exprès d'habiter ici. Il vous a séduit, Ashraf Sadek? Ah oui, c'est un beau reportage, j'aime beaucoup. Alors vous, ça aurait pu être votre métier, hein Tout à fait. Déjà, c'est quelqu'un de passionné, et en plus dans un domaine qui nous intéresse tous les deux, Oksana et moi. En ce qui me concerne, ça aurait pu effectivement être mon métier, puisque j'ai poursuivi des études d'égyptologie à la Sorbonne. Et alors pourquoi vous n'avez pas été plus loin finalement? Qu'est-ce qui vous a bloqué Je n'avais pas véritablement envie de poursuivre dans le milieu de l'enseignement. Et j'ai pris donc de façon tout à fait inopinée le virus du commerce. C'est comme ça que je suis rentré à la FNAC. Mais tout en conservant bien sûr une passion pour l'égyptologie. Ces passions-là, ça se garde de toute façon. La preuve, vous écrivez sur tout ce qui vous passionne aujourd'hui. Oksana, vous vous dites l'intérêt pour les civilisations anciennes, c'est peut-être ce qui m'a amené, m'a conduite au libertinage. Oui, alors en fait j'aime l'Égypte ou d'autres civilisations anciennes parce que je me dis qu'ils avaient un mode de vie différent, qu'ils avaient d'autres valeurs, qu'ils regardaient les femmes d'un autre œil aussi. Enfin, il y a plein de choses qui étaient différentes et je pense que ça résoudrait pas mal de problèmes actuels ou des choses un peu que maintenant on a perdues. Donc je m'intéresse à tout ça. Je pense qu'il fut une époque où l'Égypte était libertine ou comme les samouraïs, parce qu'ils trouvaient ça normal, quoi. Et je trouve ça génial. Moi, ça me passionne. Vous aviez des a priori sur les actrices de X avant de rencontrer Oksana, Gilles? Non, aucun, mais ce n'était pas un de mes domaines de prédilection. Et quand on s'est rencontrés, par contre, une chose est sûre, c'est qu'on a tout de suite sympathisé ensemble et que je n'avais pas l'impression de discuter avec une star du X qui s'exhibait devant les caméras, mais avec quelqu'un qui avait tout un tas de centres d'intérêt et de passion qui correspondaient et qui corroboraient les miennes, en fait, tout simplement. Vous le dites pas forcément, de toute façon, quand vous êtes en conversation. Voilà, Oksana, je suis une star du X. Non, mais je n'ai pas besoin de le dire parce que ces choses-là se savent très vite. C'est vrai. Mais je ne le dis pas, je m'en cache pas. Pour moi, c'est naturel. Le sexe n'est pas un tabou. Pour moi, ça devrait faire partie de la culture. Donc, je trouve qu'on est très peu éduqués sur la sexualité et c'est bien dommage. Ça enlèverait justement le côté pervers, quoi, le mauvais côté du sexe, justement.
Vous ne tournez pas que des films X, vous avez aussi tourné des films, on va dire, de cinéma classique. Est-ce que ça vous plaît autant? Est-ce que vous trouvez ça aussi sympa? Est-ce que vous vous éclatez autant? Exactement. Pourquoi? Parce que j'adore jouer la comédie, j'adore me plonger dans un rôle. Enfin voilà, déjà ma vie, pour moi, je la joue, quoi. Ma vie est une aventure, je joue vraiment de ma vie. Elle est courte. Pour moi, c'est comme une scène dans laquelle on a un rôle à jouer et on a une certaine liberté à prendre là-dessus. Donc il y a des gens qui arrivent à la prendre, il y a des gens qui s'enferment dans des préjugés, dans le qu'en dira-t-on, dans tout ça, et je veux pas ça. Ça tombe bien, la famille Crépin-Leblond, qui a accueilli Régis, elle est dans la liberté totale puisqu'elle a changé de vie il y a 4 ans et on les retrouve tout de suite. Donc j'ai pris un seau pour venir ramasser les calendulas. Les quoi? Les calendulas, les soucis en fait. Toi, c'est ta spécialité, les plantes médicinales. Je les commercialise sous forme de plantes seules ou de tisanes mélangées. Et alors cette fleur-là, elle peut se manger. Hein. Mais c'est dangereux. Ah non, c'est pas dangereux du tout. Et les restaurateurs, j'ai un restaurateur qui m'en achète toutes les semaines et qui met ça dans ses salades. Ça fait joli, c'est coloré. Il y a du goût. Voilà, c'est un petit peu amer. Un peu amer, oui. Mais toutes les plantes qui sont un peu amères sont bonnes pour la digestion. Hein. Donc là, celle-ci, elle est spécialisée pour l'estomac. On peut ramasser la bourrache aussi. C'est une super plante. Elle a une belle couleur et elle a surtout un excellent goût iodé. On a l'impression de manger une huître. C'est incroyable. Alors voilà, vous ne regrettez rien de la vie passée? Non, moi je ne regrette pas du tout la vie passée. Parce que je trouve qu'on est libre de disposer de son temps, d'être en harmonie avec son cadre de vie. J'ai pas envie de partir, je me sens presque accrochée au sol ici, là je m'enracine. Alors je prends une poignée de calendula, là, les soucis, et je vais les monder dans cette grille là. Ok, donc là elles vont sécher, hein, ah oui, elles sont nos sèches. plantes médicinales. Regardez comme elles sont belles. Sèches. Et je vais les séparer, c'est-à-dire cette partie là, je la garde pas, je garde que les fleurs qui sont jaunes et elles serviront à décorer les savons de jambon. À aucun moment tu t'es dit « mince, pourquoi je me suis lancé dans cette aventure ?» On le fait parce que ça nous correspond et puis parce que c'est pas une contrainte. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire, il y a toujours des choses à découvrir. A contrario, je me dis pas non plus j'aurais dû le faire plus tôt. C'est venu au bon moment et c'est très bien comme ça. La réaction démarre tout de suite. Je vais mettre mon nez là. Je fais un petit lâcher de pétales. Tu regrettes pas ce choix de vie? Non. Si c'était à refaire, on y retournerait. Ouais. Tu vois, moi, je me vois très bien fabriquer du savon. Je trouve ça bien, ce contact avec la nature. Hein? Bienvenue. T'as dit que c'était romarin, ça? Non. D'accord. Lavande. Lavande. J'aime aussi la lavande. On retrouve Régis la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Est-ce que les livres, vous les écrivez en pensant qu'un jour ils pourraient être adaptés au cinéma? Ce serait une bonne chose, oui, bien sûr. D'ailleurs, on collabore avec Joël Houssin, qui a écrit Doberman, qui a écrit la série de David Noland. Et on écrit pour lui. Des scénarios, en fait. Pas tout dévoiler. Voilà. Oui, ce sont des scénarios. Il nous a autorisé à donner le nom de la série, donc voilà. On peut le faire. C'est une série qui s'appelle Cauchemar à louer, et qui est une série où nous sommes 4 scénaristes à travailler dessus. Et on espère qu'elle aboutira, bien entendu. Et donc c'est extrêmement intéressant effectivement de travailler sur des scénarios, puisque c'est une démarche un peu différente de celle du livre, bien entendu. On aborde l'écriture différemment aussi. C'est plus rapide, c'est plus facile, c'est moins facile. Mais il faut penser à l'aspect visuel, contrairement à un roman où on doit détailler chaque partie, tout doit être vraiment bien décrit. Là c'est autre chose, c'est d'autres codes.
Oui, il faut systématiquement que le texte en fait vienne compléter l'image et ne pas se substituer à l'image. Dans un roman, on peut reprendre une description, une situation et la redécrire après vue par quelqu'un d'autre. Si dans un film ou dans un feuilleton, on fait dire à un des personnages ce que le téléspectateur ou le spectateur peut voir, c'est absurde. Donc c'est une démarche différente. On ne peut pas se perdre dans les détails ou quoi que ce soit, c'est pas le but. On peut espérer voir ça sur nos écrans quand? Le plus rapidement possible. Voilà. Oui. Voilà. C'est ça. Oui, donc, je ne sais pas encore quand, mais oui. Ah, oui, voilà. oui. Et puis alors, vous n'en restez pas là parce que vous êtes à nouveau sur des projets d'écriture. Il y a un autre livre qui va sortir très prochainement, au mois de décembre, je crois. Alors en fait, nous avons écrit une nouvelle qui va sortir dans une anthologie de science-fiction qui s'appellera De cap et d'esprit et dont le thème, en fait, ce sont des nouvelles qui traitent du thème des mousquetaires, mais vu d'une façon un peu décalée, entre guillemets. Et on vient de finir l'écriture d'un essai qui nous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Des métamorphoses d'Eros, qui reprend un peu la thématique de catharsis, mais sous forme d'un essai, et qui contient en plus un très grand projet humanitaire que l'on souhaite faire médiatiser, et qui pourrait permettre de sauver pas mal de vies humaines à chaque fois qu'il y a une grande catastrophe naturelle. Sorti quand? Nous sommes en contact avec les éditeurs le plus vite possible. Et le deuxième projet de livre, ça c'est plus quelque chose, une fresque historique. Voilà, tout à fait. Oui. Mais pour l'instant, nous n'avons écrit que le synopsis. Oui, donc il va falloir s'y mettre. Il va falloir travailler. Est-ce qu'un jour, vous avez l'un, l'autre, envie d'écrire des choses plus personnelles sur votre vie, tout simplement, votre vie d'homme d'affaires, votre vie d'actrice? Est-ce que ça vous branche ou est-ce qu'il faut vraiment rester extérieur au sujet? Non, pas du tout. Moi, je ne veux pas rester extérieur au sujet. Pour l'instant, on aborde les choses comme ça, mais après, bien sûr, pourquoi pas écrire des choses sur notre personnalité, c'est tout à fait envisageable. Bon, vous avez le temps, hein, vous avez 28 ans, il y a le temps d'écrire sur vous. Vous, voilà. Gilles, ça vous plairait d'écrire quelque chose de plus personnel sur vous, vraiment? Directement sur moi, non, parce que je ne pense pas en plus que ça passionne considérablement les gens. Mais par contre, écrire quelque chose de plus personnel, oui, pourquoi pas. Mais dans un roman, de la façon dont on travaille tous les deux, on écrit déjà beaucoup de choses personnelles. Parce qu'on en a déjà discuté justement. Voilà, on extrait quand même pas mal de choses de nous-mêmes sous le couvert de la fiction, bien sûr. Disons que c'est pas le fait de parler de quelque chose de nous-mêmes, c'est surtout l'originalité de la façon de présenter qui compte. Ouais, Gilles, Oksana, on a encore plein de choses à se dire, donc nous on va rester là, on va discuter. Et puis vous, sortez, bougez, allez découvrir la nature. Et puis on se retrouve ici même la semaine prochaine. Bonne fin d'après-midi à tous, au revoir.